Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve dans le canal Foodzone Club qui pose ses valises du côté de l'héros. Et oui, le héros, bien sûr. C'est une classe dans Dark Souls 3. D'ailleurs, pour information, je pense refaire des live streams sur Dark Souls 3 pour ceux qui voudraient savoir. Donc c'est un petit aparté, bien sûr. Montpellier-Lille et Montpellier-Rhin qui, eh bien... Enfin, les deux équipes avaient un enjeu très particulier puisque, bien sûr, remporter ce match pouvait littéralement les permettre de se relancer. Du côté du LOSC, on le sait, les Lillois restent sur 2 défaites consécutives, notamment une lourde défaite face au Paris Saint-Germain. Ça veut vouloir dire simplement que si les Lillois venaient à perdre ce match, ils pourraient bien tout simplement dire adieu à l'Europe. Du côté de Montpellier, la situation a été légèrement compensée la semaine dernière avec leur victoire, mais il faut confirmer la passe de 2. Et concrètement, une défaite face à Lille pourrait littéralement aussi, peut-être pas leur dire au revoir à l'Europe, mais ça pourrait signifier tout bonnement la fin des haricots et la fin du fait que, tout simplement, Montpellier n'a peut-être pas les épaules assez larges pour remporter concrètement la course à l'Europe. En tout cas, ce qui s'est passé durant ce match, on va tout de suite aller dans les compositions d'équipe avec tout d'abord la composition d'équipe de Montpellier qui s'est envolée notamment dans la 4-2-3-1. Homelin dans les buts, une défense à 4, Souquet, Sako, Koza et Ristic. 2 joueurs en tant que sentinelle, c'est-à-dire Jordan Ferry et Chotard. 3 joueurs dans la construction avec Sambia, Savanier et Mollet devant. Donc Wari sera là pour essayer de marquer des buts. Ensuite, on a tout simplement de l'autre côté, et oui, c'est la sensation, on l'avait sans doute pressenti hier. Ivo Gerbic a fauté face au Paris Saint-Germain, souvenez-vous, 2 grosses fautes de main du gardien. Et ben finalement, c'est Léo Jardim qui prendra sa place ce soir. Et on verra d'ailleurs, c'est la prestation de Léo Jardim a convaincu Jocelyn Gourvenec et m'a convaincu par la même occasion. Ou est-ce que c'est une déception et que concrètement, Ivo Gerbic récupérera sa place dans la prochain match contre, tout simplement, le prochain match du LOSC. Ensuite, on a une défense à 4 avec Selic, Fonte, Botman et bien sûr Thiago Diallo. Ensuite Cheka et Benjamin André. Et nous avons ensuite 3 joueurs qui sont... Alors le dispositif est pas trop ce qui se passe, en fait plutôt un 4-1-1 concrètement, parce que Gomez en fait est plus, on va dire, derrière Jonathan David. Mais nous avons Goodmanson, alors je les ai inversés d'ailleurs, je vais vous les changer. Goodmanson en fait est sur le côté gauche. Et en fait, Bamba est sur le côté droit. Voilà, ça je préfère vous le préciser. Mais bon, sur le principe, vous avez compris. Et enfin, donc, Jonathan David, qui sera là, bien sûr, en pointe, pour ainsi dire. Alors, au niveau des actions qu'on a pu noter, alors ça a commencé très fort. D'ailleurs, c'est les Montpelliérains qui se sont créés les plus belles occasions, notamment, avec notamment quelques frappes bien pensées qui ont été notamment contrées, repoussées par Léo Jardim, qui a été sacrément sollicité. D'ailleurs, on notera plusieurs tirs cadrés de la part des Montpelliérains qui ont été plus incisifs pour ainsi dire. D'ailleurs, à noter que la possession de balle a été plus intéressante du côté de Montpellier avec 56% contre 44%. Le jeu d'ailleurs a été plus montpelliérain que lillois. Les Lillois vont essayer petit à petit de revenir. Il y a 2 actions dont on va revenir tout de suite. La première action, elle débute avant le but. C'est la tête de Mamadou Sakho. On va revenir sur ça. Donc il y a un centre. Enfin, c'est un corner. Alors, je vais vous trouver l'action, comme ça sera plus simple. Il y a... ça... Bon, Bon, tant pis. Il y a un corner et Mamadou Sakho met une tête. Ça rebondit sur la main de Benjamin André. Alors, clairement, on va dissiper tout de suite le malentendu. Pour moi, tu peux pas siffler penalty dans le sens où, littéralement, la main, elle est là. Vous imaginez que le ballon, c'est ça et ça va à ça. Je veux bien qu'on soit de mauvaise foi quelquefois. Alors je sais que les Montpelliérains vont sans doute crier au scandale et dire que c'est inadmissible et honteux, hein. Mais concrètement, je trouverais ça surréaliste, alors que j'ai un moustique sur le toit. Je trouverais cela surréaliste qu'on considère que on puisse siffler un penalty quand même sur ce genre d'action. Alors après, c'est vrai que si on avait sifflé, franchement pour un truc, on aurait tous dit c'est logique, il y avait la main, mais pour moi, une main, faut qu'elle soit manifeste, et là, elle n'est pas du tout manifeste. Après cela, il y a une action qui va se passer, bien sûr, le but de Cheka. Alors, le but de Cheka, c'est quand même assez malheureux. Il y a une action du côté lillois, où notamment on voit Gomez qui récupère le ballon,
Et finalement, il donne la balle à Benjamin André. Benjamin André qui est tout seul à ce moment-là, qui est tout seul, qui n'est pas attaqué. Il tente une frappe. Et en fait, Mamadou Sakho, qui se trouve dans la trajectoire, touche la balle. Et en fait, il ne peut pas l'intercepter. Il la repousse pas. Et en fait, Tcheka, qui avait bien suivi, a récupéré le ballon pour la mettre au fond. 1-0 pour les Lillois. Alors, les Lillois vont voir plusieurs vagues apparaître. D'ailleurs, il y a quelques actions d'ailleurs avant, avec notamment Chotard, notamment Savanier qui fait des frappes. Chotard qui récupère le ballon mais qui n'arrive pas à la mettre au fond. Et finalement, eh bien, il se passe que on va arriver à la deuxième action. C'est le penalty pour Montpellier. Et oui, sur un centre de TJ Savanier, ça touche l'épaule de Benjamin André. Alors au début, Stéphanie Frappard désigne directement le point de penalty. Et à ce moment précis, la VAR intervient, lui parle, voilà, tout simplement de qui pourrait arriver. Et tout simplement, Stéphanie Frappard va revenir sur sa décision. Alors pourquoi elle revient sur sa décision? Concrètement, je vais la faire très courte. Alors, je sais pas si je vais vérifier quand même que vous voyez. La main, il est comme ça quand même. Alors moi, je veux bien qu'on puisse me donner beaucoup de choses, mais moi, je veux bien. Hein, mais mon point de vue là-dessus va être très clair. À partir du moment où tu tapes dans l'épaule, mais que tu as quasiment... non, faut pas déconner, elle fait pas... Voilà, il peut pas mettre la main de part. Donc concrètement, c'est normal que le penalty a été refusé. Par contre, il y a une erreur d'arbitrage. C'est que certes, Madame Frappard désigne le point de penalty et donc arrête l'action. Mais mon point de vue là-dessus, c'est que le ballon, il a été contré. Et de toute manière, même s'il n'avait pas été tout simplement, il partait en corner. Donc il aurait dû avoir corner pour Montpellier malgré tout. Et ça, par contre, ça a été donné. Il y avait pas mal de tension du côté dans ce match entre les Montpelliérains et les Lillois. Il y a eu une bagarre après le match. Je suis quand même calmé pour ainsi dire. Voilà. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc score final 1-0 pour les Lillois qui donc remportent un point. Les Lillois qui donc remontent au classement puisqu'ils sont désormais 7e avec 35 points. Montpellier lui a 34 points et est susceptible d'ailleurs de se faire rattraper par Lens, par Lyon, par Nantes. D'ailleurs Lyon qui jouera ce soir et qui sera d'ailleurs débriefé par mes soins. Mais il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent passer devant. Donc c'est quand même un sacré mauvais résultat du côté de Montpellier qui peut-être va peut-être bien passer de ce genre de défaite pour ainsi dire. Allez, on va passer maintenant bien sûr à la prestation globale des deux équipes. On va commencer avec Montpellier qui, concrètement, on va pas se leurrer, fait pas un mauvais match. Montpellier, ils font une très très bonne première mi-temps où ils ont quasiment 80% des occasions sont pour eux. Il n'y a qu'une action, je crois, de Goodmanson qui pour les Lillois. Ils n'arrivent pas à la mettre au fond. Ils laissent. Et d'ailleurs, on le voit dans cette première mi-temps, c'est qu'au début, on a d'ailleurs les Montpelliérains qui font un pressing assez haut, qui récupèrent beaucoup de ballons, etc. etc. Et puis d'un seul coup, on a des Lillois qui petit à petit vont remonter, petit à petit vont être de bien meilleures factures. Et il y a une deuxième mi-temps où on se dit que les Montpelliérains vont appuyer là où ça fait mal. Et concrètement, bon certes les Lillois vont se reprendre, ce qui est pourquoi ça a été plus compliqué pour eux, mais il va se passer que les Lillois vont littéralement commencer petit à petit à y croire mais Montpellier remet un petit coup, il se crée des occasions avec notamment les occasions de Chotard notamment que j'avais cité. La défense de Lille n'est pas très très forte, on voit que notamment il y avait eu des actions qui avaient transformé en but, Lille aurait vraiment souffert dans ce match et concrètement il se passe que les Lillois au bout d'un moment, alors certes, il y a ces deux actions arbitrales qui sont sujets à discussion, mais concrètement, on a quand même Montpellier, si on peut juste dire une chose, c'est que Montpellier fait le match qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils ont les actions, même si elles sont pas parfois très très nettes, hein, on va pas se leurrer, certes, il y a des actions de jeu qui sont très très bons, mais dans le dernier geste, il y a un ballon qui part au-dessus, ça tire sur le gardien. Il n'y a pas, je veux dire, Léo Jardim aujourd'hui, on va en parler, mais il n'a pas eu l'action, genre la parade du siècle qu'il a dû faire. Prenons le cas de Homelin, il a peut-être dû faire plus de belles actions que lui. Donc ce qui démontre quand même que Montpellier peut s'en vouloir à lui-même. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, moi ce que je comprends pas du côté des choix concrètement de Montpellier, donc d'Olivier Dalloglio, c'est concrètement que pourquoi avoir choisi Wai alors qu'on aurait pu récupérer un Valère Germain
Ça aurait pu être plus intéressant. Pourquoi ne pas tenter de faire appel à plus de qualité? Enfin, c'est pas trop compréhensible ce qu'a voulu faire eh bien, Valère Germain, d'ailleurs, qui est rentré à la en fin de match. On s'est pas fait grand-chose. Mais concrètement, ça m'a un petit peu surpris, pour ainsi dire. D'ailleurs, la petite déclaration que je dis là, on pourrait le dire pareil. D'ailleurs, ça fait d'ailleurs confirmer tout simplement une chose, c'est que Montpellier a des qualités, ça on va pas se leurrer, ils ont des bonnes joueurs, ils ont des bonnes qualités, on pense à Savanier notamment, on pense à Sako, on pense à Ferry, on pense à... Mais une équipe qui manque de quelques... Il y a encore, il y a trop de manque pour pouvoir espérer mieux, pour ainsi dire. Je pense que Montpellier a un effectif qui va réussir à faire des actions, va pouvoir, mais qui à chaque fois, il y a des manques. On pense notamment en attaque. Sauf que le numéro 9 est pas ouf. Voilà. On voit notamment qu'il manque par exemple Mavididi. Et ben il manque du côté bien de Montpellier. On voit que par exemple il y a des joueurs par exemple comme Souquet qui n'a pas été oufissime. Ben, ça se ressent. Tout n'est pas toujours parfait et ça se voit. Voilà. Ensuite donc on va parler de Lille. Lille qui n'a pas pris de but. Mais j'ai envie de dire quand même, si je peux me permettre, que certes, il y a 1-0 pour Lille. D'ailleurs, Tcheka l'a dit, hein, ils n'ont pas fait un bon match. Mais concrètement, c'est quand même révélateur d'une chose. C'est que Lille, c'est pas serein en fait. Et c'est pas serein sur leurs points forts. Parce que on a toujours vu une équipe de Lille galérer dans ce championnat. Dans les championnats offensivement. On l'a vu l'année dernière. On a vu des Lillois qui, par exemple, avaient des difficultés à marquer des buts. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est qu'ils arrivaient à se serrer et ils arrivaient toujours à être structurés défensivement. Là, face à Montpellier, j'ai trouvé que cette équipe de Lille, d'un point de vue défensif, et notamment sur les côtés, je les ai trouvés extrêmement fragiles. Je les ai trouvés même extrêmement peu sereins. Alors, que ça soit Thiago Diallo ou Selic, je les ai trouvés peu rassurants du tout. Je les ai même trouvés plutôt... c'était pas ouf. C'était... Alors certes, franchement, moi, c'est pas ouf du tout. Ça manque de structure, ça manque de qualité, ça manque de ci, ça manque de ça. Franchement, moi, j'ai pas trouvé ça si impressionnant que ça. Et c'est vrai qu'on peut toujours trouver le... On peut toujours... Alors c'est vrai, bien évidemment, certains vont me dire, oui, mais bon, ils ont quand même assuré l'essentiel, ils ont pas pris de but. Oui, mais concrètement, c'est pas le, on va pas non plus les féliciter parce que ça a été bon, ça a été bon, ça a été fort. Non, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été bon du tout d'ailleurs. Bon, Lille, franchement, ils s'en sortent super bien dans ce match. Ils gagnent 1-0 quand même sans la manière. Ils gagnent 1-0 sans être vraiment impressionnant. Là, il va y avoir un autre match qui va avoir lieu, notamment avant leur match de Ligue des Champions. Mais je crois qu'ils vont Chelsea. Si c'est ce match-là qu'ils vont faire contre Chelsea, j'ai très très peur. Quand on connaît la qualité de science de Thomas Tuchel, je pense que là, il va falloir s'inquiéter par rapport à ça. Bon, après, c'est aussi par les victoires que tu peux construire quelque chose. On sait que les Lillois en ont les moyens. On va voir comment les choses se passent. Et il y a un truc qui m'étonne du côté bien de... c'est qu'on n'ait pas fait rentrer par exemple un mec comme... Parce que vous voyez très bien que les Lillois avaient du mal aussi d'un point de vue offensif à être... Oui, il y a un moustique au-dessus de ma tête, c'est pour ça que je regarde. Hein. Mais moi j'ai trouvé que notamment, il y avait un truc qui m'a un peu étonné. C'est qu'on n'ait pas fait appel à plus de joueurs créatifs. Je sais pas pourquoi, il manquait vraiment un côté créatif à cette équipe. Ça s'est ressenti pas mal par rapport à ça. Bon allez, on va passer maintenant au top et au flop. On va commencer avec le premier top numéro 3. C'est TJ Savanier. Alors moi, vous savez comment je suis fan de Montpellierin. Moi, je suis un très fan. Qui fait... Alors, en deuxième mi-temps, il a été un peu plus discret, mais je trouve que même s'il est discret, mais je trouve que c'est la plaque tournante de cette équipe. Franchement, je vais vous dire les choses. Il y a beaucoup de gens, on parle d'un tel, de tel joueur, de tel joueur. Voilà un mec qui... Honnêtement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un club de français qui se charge de lui. Quand tu vois par exemple les Lyonnais qui ont récupéré Romain Fèvre, qui est un
bon joueur, attention, hein. Mais que tu... Alors certes, il est plus jeune et tout ça, mais pourquoi tu mises pas sur un TJ Savanier? Je suis certain qu'un TJ Savanier à Lille, c'est super bon. Pourquoi TJ Savanier, par exemple, on va me dire, oui, mais ça va peut-être pas être sexy, mais je suis certain que s'il va à Séville, ça va être très bon. S'il va au Napoli, il va par exemple au PSG. Alors je sais qu'on va me dire, oui, mais le PSG, ça va, oh. Vous croyez vraiment que TJ Savanier, c'est pas aussi bon que, par exemple, certains joueurs qui sont dans l'effectif? C'est plus fort que... C'est moins fort que Draxler. Aujourd'hui, ce qu'il fait à Montpellier, c'est extraordinaire. Et je pense même qu'il faut que Didier Deschamps commence à réfléchir à la venue de TJ Savanier en équipe de France. Parce que ce qu'il fait sur le terrain, moi franchement, c'est le joueur le plus régulier de Ligue 1. Franchement, moi, il m'épate. Franchement, moi, il m'épate. J'adore ce joueur. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas capable de faire ça. Ensuite, on a... Ah merde. Ensuite, on a Mamadou Sakho. Alors, Mamadou Sakho, c'est un peu... Alors, certains vont être étonnés par ce choix. J'ai mis Mamadou Sakho parce que j'ai trouvé plusieurs bonnes interventions. En fait, certains vont me dire, ouais, mais t'as vu les défenseurs, ils ont pas... Il y avait aussi Koza, hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des interventions, je trouvais qu'il se projetait vers l'avant. Et je veux pas le punir pour son interception. Parce que clairement, son interception, je vais te vous dire, voilà, il peut pas contrôler ça. Donc c'était pas plus mal et c'était pas mal aussi. Et enfin, devant, j'ai décidé de mettre... Allez, bah, Léo Jardim, concrètement, parce que Léo Jardim, on avait parlé, bien évidemment, de la guerre entre Ivo Gerbic et Léo Jardim, savoir lequel des deux allait être le meilleur, concrètement, parce que c'était vraiment le match que Léo Jardim devait montrer des choses. Ah, il a fait plusieurs belles parades, et notamment, surtout en première mi-temps. Franchement, quand tu sais ce qu'a fait Ivo Gerbic face au PSG, eh ben voilà un gardien qui était titulaire sur le terrain et qui aujourd'hui a répondu présent. Et il a répondu présent avec la manière, avec ce qu'il a donné. Et franchement, bon, on peut le féliciter. Allez, on passe maintenant au flop avec le numéro 3, c'est Wai. Alors Wai, alors on aurait pu mettre aussi, alors je précise pour information, on aurait pu mettre Wai et Jonathan David dans la même classe. La seule différence pour laquelle je mets Wai, c'est parce que Wai, il le symbolise à lui tout seul. Et bien finalement, cette soirée où il n'a pas réussi à s'en sortir, ça n'a pas été un bon match pour lui. Et dans une équipe d'ailleurs, pourquoi je le mets plus? Parce que Lille a été plus... Parfois Lille, on peut se dire tout ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, etc. Je trouve que les Lillois ont peut-être été plus inquiétants défensivement. Et je trouve que Wai n'a pas pu s'en profiter. Voilà. Ensuite, on a numéro 2, on a choisi, c'est Selic, que j'ai trouvé assez anecdotique, concrètement. J'ai trouvé que sur son côté, alors certes, il n'a pas fait... mais je trouve qu'il y a eu des débordements, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons, je trouve que offensivement, il a été inexistant. Donc c'est quand même assez compliqué pour lui, notamment tous les ballons sont passés sur son côté, je crois. C'est quand même inquiétant pour lui. Et le numéro 1, alors oui, je sais que certains vont me dire, ouais, mais il a quand même fait quelque chose. Alors certes, il n'a pas été ridicule, hein, il a fait des bons matchs, il a fait une prestation moyenne, mais le problème, c'est qu'il y a... Moi, il faut qu'on m'explique comment ça se fait que Ferry, au moment où Benjamin André récupère le ballon, il est loin de lui. Ça, c'est son erreur. Il est face à... En fait, on va me dire, oui, Benjamin André, quand il contrôle, il essaie d'avancer vers lui, mais au final, c'est trop tard. Benjamin André, il a juste à le regarder et dire, ok, tu vas là, ok, alors je vise. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais Benjamin André, aux dernières nouvelles, avec une frappe aussi longue, il y avait peu de chances qu'il réussisse. Oui, mais il ne doit pas le laisser tirer comme ça. Après, au niveau des ballons, il en a perdu pas mal, il n'a pas été un bon match de Jordan Ferry, et forcément, ça s'est vu. Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et on se retrouve bien sûr pour le match entre Lyon et Nice. On va justement parler de Lyon et Nice, parce qu'il y a Jérôme Boateng qui a été mis de côté, notamment, assez étonnamment, et justement, on va revenir là-dessus durant ce match. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.